Donc pour ce chapitre, nous allons voir aussi bien on va voir les facteurs de risque de l'entreprise. Donc toute entreprise, comme on le voit actuellement, comme la vidéo qui est au-dessus que vous avez pu voir, donc le coronavirus qui impacte très fortement le fonctionnement des entreprises. Donc c'est un risque, un risque, le coronavirus, pour l'entreprise, donc c'est un risque sanitaire. Nous allons voir que les entreprises doivent faire face à plusieurs sortes de facteurs de risque. Donc, on va voir les risques externes dans un premier temps et nous verrons ensuite les risques internes. Donc, externes, c'est ceux qui viennent de l'environnement de l'entreprise et les risques internes, c'est ceux qui viennent des décisions de l'entreprise. Donc, première chose, les facteurs de risque externes, donc ceux qui viennent de l'environnement. Donc, l'entreprise n'a pas vraiment la main là-dessus. L'entreprise, elle doit connaître les différents facteurs de risque auxquels elle est confrontée pour essayer de les anticiper et de gérer parce que ça a un impact sur sa performance, les risques. Bien sûr, impact négatif. À quel risque externe une organisation est-elle confrontée? Donc, on va voir 4 grandes familles de risques externes. Donc, le premier risque externe, c'est l'évolution de la demande. L'évolution de la demande, ça veut dire que on aura moins de demandes. L'entreprise donc aura une perte du nombre de clients. C'est ce qu'on appelle l'évolution donc de la demande. Qu'est-ce qui peut entraîner cette perte de clients? Donc, première chose, ça serait la conjoncture économique. En effet, si on a une crise économique, les gens consommeront moins de voitures de luxe, moins de parfums, etc. Seuls les produits de base devraient ne pas être affectés. Mais les autres produits, eux, ont tendance plutôt à être affectés négativement. Donc, on aurait une baisse de la demande pour les entreprises. Donc, première chose, la crise économique. Quel autre facteur pourrait entraîner la diminution de notre nombre de clients? Donc, des modifications législatives, instauration de normes. Donc là, ça serait une loi, par exemple. Si je prends l'exemple du laboratoire Boiron, qui donc là est touché assez sévèrement par une loi gouvernementale qui précise que à partir de la fin de l'année 2020, tout ce qui sera homéopathique ne sera plus remboursé par la sécurité sociale. Donc, Boiron sait que la demande de produits homéopathiques va diminuer. Donc, dès maintenant, ils licencient un certain nombre de leurs clients, de leurs salariés. Autre chose, l'apparition de nouveaux concurrents qui, elle, effectivement, peut entraîner une baisse de nos clients. Donc, les clients achètent, mais achètent à des concurrents autres que nous. Donc là, c'est par exemple l'histoire de Uber. Quand Uber est arrivé sur le marché, les gens qui jusqu'à là prenaient un taxi peuvent maintenant avoir la possibilité de prendre le Uber. Donc, le nombre de clients, la demande pour les entreprises de taxi diminue au profit d'un concurrent, donc Uber. Donc voilà pour les risques, les facteurs de risque externes. Le premier, on a dit l'évolution de la demande. Donc, premier risque pour une organisation, la diminution du nombre de clients. Deuxième risque externe pour une entreprise, le cycle de vie du produit. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle de vie de produit? C'est que chaque produit, il a un cycle de vie. C'est quoi le cycle de vie? C'est en général représenté pardon, par ce schéma-là. Donc, comme vous le voyez, tout produit, quel qu'il soit, il commence par être développé. Donc, le développement, ensuite, on le lance. Il a une période de croissance, de maturité et de déclin. Donc, ces périodes peuvent être plus ou moins longues en fonction des produits. Donc, si je reprends chaque phase de ce schéma, donc chaque phase de la vie du produit, on va voir que pour chaque phase, il y a un risque particulier. Donc, première phase, la phase de développement. Donc, la phase de développement, c'est la recherche et développement. Donc, on est dans les labos en train d'essayer de trouver une innovation, un nouveau produit, etc. Donc là, c'est par exemple le vaccin contre le coronavirus que les scientifiques sont en train de chercher. Donc, on est en phase de développement. Ce n'est pas encore lancé sur le marché. Donc, on est dans la phase de développement de notre produit. Le risque ici, c'est que on investit beaucoup d'argent pour les recherches, mais on ne sait pas en réalité si on va aboutir à quelque chose ou pas. Donc, c'est le risque principal dans cette phase-là. Deuxième phase, le lancement. Donc, la phase de lancement, là,
C'est le début de la mise sur le marché de notre produit. On va pouvoir l'acheter maintenant, depuis peu. C'est les débuts de son arrivée dans les magasins. Donc là, phase de lancement, c'est par exemple le risque qu'on peut avoir, c'est si nos clients, ça leur plaît pas trop et qu'on soit obligé de retirer notre produit. C'est le cas de cette pâte à tartiner Milky Way qui a été lancée et qui a été retirée assez rapidement parce qu'elle plaisait pas aux clients. Deuxième chose, phase de croissance. Troisième chose, phase de croissance. Donc là, notre produit est lancé, les gens commencent à l'acheter, puis ça grimpe, les ventes grimpent, et puis il a un certain succès. Donc là, on a effectivement ce moteur de recherche-là qui concurrence depuis 2017 Google et qui est en phase de croissance. Le risque ici, c'est de voir arriver un certain nombre de concurrents qui voient que, il y a du profit à faire dans ce marché et que les concurrents vont vouloir, venir prendre des parts de marché à l'entreprise innovatrice. Quatrième phase, la maturité. Donc la maturité, on a une croissance et puis à un moment, on a beaucoup de ventes, mais nos ventes ne continuent pas d'augmenter, elles sont assez stables. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de maturité. On est par exemple Samsung avec ses téléphones, il est à peu près dans cette phase-là. Là, le risque, c'est que on va être aussi concurrencé pareil par, par, euh, par d'autres concurrents. Par exemple, on a Wiko qui vient menacer les parts de marché de Samsung ou Apple. Dernière phase, celle de déclin. Donc là, c'est plutôt la phase descendante, phase de déclin. Donc on a notre produit qui se vend plus trop bien. Pourquoi il ne se vend plus trop bien? On a soit c'est un produit qui est démodé, dépassé, ça intéresse plus les gens parce que ça fait vieillot. Ou soit on a ce qu'on appelle une rupture technologique, c'est-à-dire que on a une nouvelle technologie qui vient sur le marché et qui chamboule la technologie qui était existante. C'est par exemple ce qu'a subi le CD, le DVD quand il y a eu la clé USB ou les téléchargements sur Internet. C'est un produit donc qui a connu une rupture technologique. Il a été dépassé par une nouvelle technologie qui l'a rendu obsolète. Donc là, c'est la phase de déclin. Donc tout produit suit ces quatre phases-là, ces cinq phases-là, pardon. Donc, on a vu que dans les facteurs externes de risque, on a vu qu'il y avait la demande qui pouvait diminuer. On vient de voir en deux qu'il y a un cycle de vie du produit qui fait que ça a des risques à chaque stade. Troisième facteur de risque externe, les risques liés à l'approvisionnement. Donc, dans les risques liés à l'approvisionnement, on a les risques de retard dans les approvisionnements des fournisseurs. Si notre fournisseur il nous livre en retard, on va avoir nous aussi prendre du retard dans notre fabrication et dans notre livraison auprès de notre client. Donc là, on prend un risque, on dépend de notre fournisseur. Et on a un risque aussi d'augmentation des coûts d'achat. Si notre fournisseur augmente ses coûts d'achat pour X raisons, moi, c'est un risque financier pour mon entreprise. Les risques aussi que l'on peut avoir avec nos fournisseurs, ça concerne la qualité et la sécurité des produits. Si j'ai mon fournisseur qui me vend des produits de pas très bonne qualité, et ça va avoir une incidence sur mon produit à moi, qui sera lui aussi de moindre qualité. Ensuite, quatrième et dernier facteur de risque externe, ce sont les risques de dépendance énergétique et technologique. Une entreprise qui, qui a besoin d'une ressource particulière et qui est principale pour son activité, elle a une certaine dépendance vis-à-vis de son fournisseur. Par exemple, si je suis transporteur routier, je vais avoir une certaine dépendance par rapport à l'énergie. Sans gasoil, une entreprise de transport ne peut pas fonctionner. Donc, elle est dépendante au niveau de la ressource qui est là le gasoil. Donc la dépendance, elle peut être énergétique, c'est le cas pour les transporteurs, mais elle peut être aussi technologique. C'est par exemple le cas qu'on appelle ça,
Des systèmes d'exploitation, pardon. Donc les systèmes d'exploitation, on n'a que deux entreprises donc, de systèmes d'exploitation, soit Linux ou soit MS-DOS, Windows. Donc toutes les entreprises sont obligées d'utiliser ces deux systèmes d'exploitation, sinon elles pourront pas, elles peuvent pas faire autrement. Donc comme ils ont un peu le monopole, du coup, les entreprises sont dépendantes de ces deux entreprises-là qui fournissent les systèmes d'exploitation. Donc voilà, donc les entreprises, si elles dépendent fortement, si leur activité dépend fortement soit d'une ressource, soit d'une technologie, eh bien, ça représente un risque parce que le fournisseur en question qui a du pouvoir sur notre entreprise, il va pouvoir monter les prix, il va pouvoir faire un peu ce qu'il veut et nous, on est un peu prisonniers, on est obligé de suivre parce qu'on n'a pas d'autre choix que ça. Ensuite, donc là, on a vu les facteurs externes. Dans le diaporama qui suit, vous allez voir, donc on va voir les facteurs cette fois-ci internes